Elle est morte, mais personne ne connaît la raison exacte. Le 28 décembre 2025, Brigitte Bardot s'est éteinte dans sa villa de Saint-Tropez, entourée d'animaux, dans un silence assourdissant. Aucun médecin n'a confirmé publiquement la cause, aucune image, aucun hommage national, seulement une annonce sobre de sa fondation. Pourquoi tant de mystères? Pourquoi ce voile épais autour de la disparition de l'icône française la plus controversée du siècle? Était-ce vraiment une mort naturelle ou un adieu orchestré dans l'ombre, à l'abri des regards comme elle l'avait toujours rêvé? Et si ces dernières années, marquées par des signes étranges, des confessions troublantes et un isolement quasi mystique, annonçaient en réalité une préparation silencieuse à l'au-delà? Dans cet épisode, nous allons explorer la face cachée d'une femme que le monde croyait connaître jusqu'à sa dernière respiration. Brigitte Anne-Marie Bardot naît à Paris le 28 septembre 1934 dans une famille bourgeoise, catholique, stricte. Son père, Louis Bardot, industriel rigide, exigeait la perfection. Sa mère, Anne-Marie Mussel, rêvait pour elle d'une carrière dans la danse. Dès l'âge de 7 ans, Bardot entre au Conservatoire national de danse et, selon ses propres mots, apprend à souffrir en silence. Mais à 15 ans, un événement change tout. Elle pose en couverture du magazine Elle. Cette image attire l'attention du jeune cinéaste Roger Vadim, qu'elle épousera plus tard et qui la propulsera dans un monde d'écrans, de projecteurs et d'excès. Le film « Et Dieu créa la femme » 1956 la transforme en mythe vivant. Elle devient le fantasme d'une génération, symbole d'une liberté nouvelle, d'une sensualité crue, sans filtre. Bardot n'est plus une actrice, elle est une révolution. Mais cette libération publique dissimule déjà un chaos privé. En quelques années, elle tourne près de 50 films, enregistre plus de 60 chansons, fréquente les plus grands noms de la mode, de la politique et de l'intelligentsia européenne. Picasso la peint, Gainsbourg l'adore, les paparazzi la traquent sans relâche. Mais derrière l'icône, une faille. Bardot vit mal l'idolâtrie. Elle avoue à plusieurs reprises son angoisse, son besoin de solitude. Elle fuit les plateaux, les journalistes, les événements mondains. En coulisses, ses relations sentimentales s'effondrent les unes après les autres. 4 mariages, des liaisons houleuses, une tentative de suicide à 26 ans. La naissance de son fils, Nicolas Charrier, n'apaise rien. Elle parle de maternité comme d'un drame. Le lien avec son enfant est brisé très tôt, ne guérira jamais. Sa notoriété devient poison. Elle ne contrôle plus son image. Les studios la figent dans le rôle de la femme fatale. La France la divinise, puis la crucifie. Elle dira plus tard « J'ai été vendue, utilisée, piétinée ». C'est en 1973 qu'elle claque définitivement la porte du cinéma. Elle n'a que 39 ans. Mais déjà, elle se sent vieille, usée. Ce départ marque le début d'une nouvelle vie, mais aussi d'une lente descente dans un monde où la lumière laisse place aux ombres. Brigitte Bardot ne quitte pas les feux des projecteurs, elle les inverse. Elle fonde en 1986 la fondation Brigitte Bardot pour la protection des animaux. Elle y consacre sa fortune, son nom, son corps et son âme. Mais même ce combat l'isole. On la traite de folle, d'extrême, de marginale. Certains l'admirent, d'autres la craignent. Plus les années passent, plus elle devient insaisissable, comme si elle glissait doucement vers un autre monde. L'année 1975 marque un tournant étrange dans la vie de Brigitte Bardot. 2 ans après avoir quitté le cinéma, elle s'installe définitivement dans sa villa de Lamadrague à Saint-Tropez. Une propriété perchée au bord de la mer, protégée par une végétation luxuriante, accessible seulement par un petit chemin escarpé. C'est là qu'elle commence à se retirer, peu à peu, du monde des vivants. Selon plusieurs témoignages d'anciens amis, Bardot développe dès cette époque une fascination pour les lieux de silence. Elle évite les dîners mondains, refuse toute apparition publique et commence à fréquenter les cimetières. Le plus souvent, on la voit seule, déambulant dans les allées du cimetière marin de Saint-Tropez, un bouquet d'herbes médicinales à la main qu'elle dépose sur des tombes anciennes sans nom. Un jour d'automne 1978, une scène bouleversante s'y déroule. Bardot est accompagné d'un photographe italien venu immortaliser ses nouveaux engagements pour la cause animale. À la fin de la séance, elle insiste pour faire un détour par le cimetière. L'homme la suit.
à distance. Ce qu'il capte alors dépasse toute explication. Sur la bande audio de son appareil photo, on entend clairement un bruit, une plainte douce ressemblant au gémissement d'un enfant. Pourtant, aucune âme ne se trouve à proximité. Le photographe se retourne, Bardot s'est figé. Elle regarde une tombe abîmée, la main posée sur la pierre. Elle murmure quelque chose, puis tombe à genoux. Le récit de cet événement a longtemps circulé dans les cercles proches de la star. L'homme en question, aujourd'hui âgé, l'a confirmé à demi-mot dans une interview pour La Provence en 2003. « Je n'ai jamais su ce que j'avais entendu, mais ce n'était pas humain. » Bardot, quant à elle, n'a jamais parlé publiquement de ce jour. Mais quelques mois plus tard, elle est hospitalisée pour épuisement nerveux. À sa sortie, elle confie à une amie que « la mort est douce si on sait écouter ses murmures ». Les années suivantes, ce n'est plus seulement le silence qui attire Bardot, mais l'invisible. Elle commence à s'entourer de talismans, à refuser certaines couleurs dans sa maison, à imposer des rituels avant chaque nuit. Un ancien employé racontera plus tard qu'elle avait fait bénir chaque pièce de la villa et qu'elle dormait parfois dans une pièce sans électricité, persuadée que les ondes l'affaiblissaient. L'épisode du cimetière marque aussi un changement physique chez Bardot. Elle apparaît de plus en plus souvent pâle, voûtée, le regard perdu. Lors de rares interviews télévisées dans les années 80, sa voix semble trembler, son discours devient elliptique, parfois mystique. Les journalistes parlent d'une femme en contact avec une autre réalité. Elle-même dira en 1986 « Je vis entourée de mes animaux et des absents ». Le plus troublant reste sans doute cette habitude qu'elle prend dès les années 90 d'écrire à la main des lettres à des proches disparus qu'elle cache ensuite dans une boîte en bois sculptée enterrée au pied d'un arbre dans son jardin. Un rituel qu'elle répète chaque année à la même date. Personne ne sait ce qu'elles contiennent. Lorsque sa fondation a été interrogée à ce sujet, un communiqué a simplement répondu « Madame Bardot avait ses manières d'honorer les âmes qu'elle aimait ». Cette relation singulière avec la mort ne fait qu'accentuer l'aura de mystère qui entoure Brigitte Bardot. Était-elle seulement une femme brisée par la célébrité, ou bien s'était-elle ouverte à quelque chose que les autres refusaient de voir ? L'épisode du cimetière, aujourd'hui encore, reste l'un des moments les plus déroutants de son existence. En juin 1999, alors que la fondation Brigitte Bardot vient de remporter une bataille juridique contre l'importation de fourrures exotiques, la star s'engage dans une mission singulière, sauver un troupeau de cervidés menacés d'abattement dans les Alpes-Maritimes. Elle insiste pour se rendre sur place elle-même. Ce qui devait être une simple visite de terrain se transforme dans un épisode troublant qui marquera les derniers grands engagements publics de sa vie. Accompagnée de 2 vétérinaires et d'un garde forestier, Bardot pénètre dans une zone boisier près de Saint-Étienne-de-Tinée. Le chemin est glissant, le brouillard dense. Selon le témoignage de l'un des vétérinaires, la température chuta brutalement lorsque le groupe s'approcha d'un ruisseau gelé. « C'était comme si quelque chose nous observait, mais sans bouger », racontera-t-il plus tard. Soudain, l'un des cervidés blessés pousse un cri strident, puis se fige. Bardot s'approche et, en posant la main sur l'animal, murmure « Je t'ai entendu ». Cette phrase, filmée mais jamais diffusée, intrigue les membres de l'équipe. D'après les fragments de journaux retrouvés plus tard dans ses affaires, Bardot aurait confié ce soir-là qu'elle avait perçu un appel venu d'ailleurs. Elle note également « J'ai senti une présence, pas humaine, pas animale, quelque chose entre les deux, quelque chose qui souffre ». Le soir même, la petite équipe est hébergée dans une auberge de montagne isolée. Bardot, épuisé, s'enferme dans sa chambre. Vers 2 heures du matin, des bruits inhabituels réveillent les autres. Objets tombés, voix murmurantes dans les couloirs, une lumière vacillante derrière la porte de sa chambre. Lorsqu'on frappe à sa porte, elle n'ouvre pas. Le lendemain, Bardot apparaît blême, le regard perdu. Elle demande à quitter les lieux immédiatement. Sur le chemin du retour, elle exige un détour vers une chapelle abandonnée qu'elle aurait aperçue lors de l'ascension. Sur place, elle reste seule à l'intérieur pendant plus d'1 heure. Le garde forestier raconte l'avoir vue s'agenouiller devant un autel effrondé, les bras ouverts, comme en transe. Lorsqu'elle ressort, elle souffle simplement « Il ne faut pas déranger ceux qui reposent d'ici ». Ce voyage est pour beaucoup un point de bascule.
Bardot ne s'exprime plus que par lettres ou communiqués, refuse toute apparition publique et ferme progressivement les portes de sa fondation à la presse. Les rumeurs se multiplient. Certains disent qu'elle aurait rencontré ce soir-là un ermite qui vivait dans les montagnes, un ancien moine défroqué devenu muet après un exorcisme raté. Aucun témoin ne peut le confirmer, mais un article du Dauphiné Libéré publié quelques jours après sa visite mentionne la disparition inexpliquée de 2 animaux de la zone et la réapparition d'objets liturgiques près d'une chapelle murée. Bardot elle-même semble hantée par l'événement. Dans un message manuscrit transmis au conseil de sa fondation en 2000, elle écrit « Je ne suis plus tout à fait là. Une part de moi est restée dans la forêt. Je crois avoir compris quelque chose que je ne peux pas exprimer. » L'un de ses rares visiteurs, un ancien assistant, raconte l'avoir surprise un soir d'hiver, assise seule sur la terrasse, en pleine pluie, murmurant des prières en latin. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle répond « J'apaise ceux qui veillent. Ils ne dorment jamais vraiment. » Ce n'est pas la première fois que Bardot évoque l'idée de présence. Depuis les années 80, elle garde chez elle des objets singuliers, une croix de bois sculptée à la main, une mèche de cheveux conservée dans un coffret, des dessins d'animaux aux regards humains. Mais depuis cette expédition de 1999, tout s'intensifie. Elle cesse progressivement d'utiliser l'électricité dans certaines pièces, installe des cloches tibétaines à ses fenêtres et interdit l'accès à son jardin après le coucher du soleil. Au sein même de son cercle proché, le silence devient la règle. Un contrat de confidentialité est signé par tous ceux qui l'entourent. Certains affirment qu'elle a commencé à pratiquer des rituels personnels à la limite du chamanisme, avec pour objectif de maintenir le lien avec les esprits des êtres aimés. D'autres, plus sceptiques, y voient les conséquences d'un isolement prolongé et d'une psyché marquée par la solitude. Mais tous s'accordent sur une chose. Après ce voyage dans les Alpes-Maritimes, Brigitte Bardot n'a plus jamais été la même. Après l'épisode de la montagne, quelque chose s'est définitivement refermé en Brigitte Bardot. Ceux qui l'ont côtoyée parlent d'une femme toujours plus silencieuse, mais paradoxalement plus habitée que jamais. Son rapport au monde devient presque exclusivement émotionnel. Elle ne réagit plus aux arguments, aux chiffres, ni aux débats publics. Elle ressent, intensément. Et cette hypersensibilité façonne ces dernières décennies. Bardot confie à un proche au début des années 2000 qu'elle n'arrive plus à dormir normalement. Les nuits sont tachées, envahies de rêves peuplés de visages inconnus, d'animaux blessés, de lieux qu'elle dit n'avoir jamais visités. Elle parle d'épuisement de l'âme. Pour se protéger, elle réduit drastiquement ses contacts humains. Les animaux deviennent ses seuls repères stables. Ils ne mentent pas, répète-t-elle, ils ne trahissent pas. Dans sa villa de Saint-Tropez, le temps semble figé. Bardot vit entouré de chiens, de chats, parfois de biches recueillies clandestinement. Un ancien jardinier racontera « Elle leur parlait comme à des enfants, mais parfois comme à des adultes qui savent déjà tout. » Cette proximité avec le monde animal lui apporte une paix apparente, mais renforce aussi son isolement. Les appels restent sans réponse, les invitations sont refusées. Même certains membres de sa famille ne la voient plus. Sur le plan affectif, la rupture avec son fils reste une blessure béante. Bardot n'en parle presque jamais publiquement, mais dans ses écrits privés, elle évoque un amour raté dès la naissance. Cette culpabilité diffuse nourrit son sentiment de retrait du monde des humains. Elle se perçoit comme une étrangère parmi eux, plus à l'aise auprès des êtres silencieux que dans les conversations sociales. Ses collaborateurs de la Fondation notent également une forme de fatigue morale. Non pas un renoncement, mais une lassitude profonde. Bardot continue de se battre pour les animaux, mais sans illusion. Elle dit « Je protège ce qui peut encore l'être, le reste est perdu ». Cette phrase revient souvent comme un refrain sombre. Malgré tout, elle n'exprime jamais de peur face à la mort. Au contraire, plusieurs témoignages concordent. Bardot semble l'accepter, presque la comprendre. Elle parle de la fin comme d'un passage, non comme d'un effacement. Une idée qui apaise, mais qui inquiète ceux qui l'écoutent.
Car derrière cette sérénité affichée, beaucoup perçoivent une préparation intérieure. Comme si Brigitte Bardot déjà se détachait lentement du monde qu'elle avait tant bouleversé. La mort de Brigitte Bardot, annoncée le 28 décembre 2025, a immédiatement soulevé une vague de questions. Pas de communiqué médical détaillé, pas de conférence de presse, aucun mot sur une maladie précise. Seulement une confirmation brève, presque froide, émanant de sa fondation. Pour une femme qui avait marqué l'histoire culturelle de la France pendant plus d'un demi-siècle, ce silence a choqué. Très vite, les hypothèses ont commencé à circuler. La première, la plus rationnelle, évoque une mort naturelle. Bardot avait 91 ans. Son état de santé s'était fragilisé au fil des ans, avec plusieurs hospitalisations discrètes évoquées par la presse en 2019 et 2023. Des proches parlent de problèmes respiratoires chroniques, d'une grande fatigue physique. Selon cette lecture, sa fin serait celle d'une femme âgée retirée volontairement du monde, décédée chez elle, comme elle l'avait toujours souhaité. Mais cette version laisse de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi refuser de préciser la cause? Pourquoi aucune image, aucun détail, aucune parole officielle d'un médecin ou d'un membre de sa famille? Certains observateurs y voient la volonté de respecter un vœu précis de Bardot elle-même. Elle avait répété à plusieurs reprises qu'elle détestait l'idée d'être exposée morte comme une bête de foire. Aurait-elle exigé que sa disparition reste aussi nue que possible, sans explication, sans récit imposé? Une autre hypothèse, plus troublante, s'appuie sur ses propres paroles des années précédentes. Bardot avait confié lors d'un échange privé que vivre trop longtemps est une punition et que partir au bon moment est un acte de lucidité. Certains y voient l'indice d'une décision consciente, d'un choix intime de se laisser partir. Pas un geste brutal, ni une suicide au sens médical, mais une forme de renoncement volontaire. Cesser de lutter, refuser certains soins, accepter la fin. Les cercles plus mystiques vont encore plus loin. Ils rappellent ses écrits, ses rituels, son rapport obsessionnel au passage entre les mondes. Ils évoquent une Bardot persuadée que l'âme ne disparaît pas, qu'elle se transforme. Pour eux, sa mort n'est pas un événement subi, mais un aboutissement d'un long cheminement intérieur. Une sortie préparée, presque ritualisée, dans le lieu qu'elle considérait comme son sanctuaire. Ces interprétations sont vivement contestées par les sceptiques. Comment une femme aussi engagée, aussi combative, aurait-elle pu planifier sa propre disparition? Pourquoi n'a-t-elle jamais laissé de messages clairs, de testament spirituel explicite? Pour ces voix critiques, le mystère est surtout alimenté par le mythe Bardot lui-même, une projection collective sur une figure déjà chargée de fantasmes et de symboles. Reste un élément central, souvent oublié. Bardot se méfiait profondément du regard public. Elle disait que la célébrité l'avait dépossédée de sa vie. Refuser toute transparence sur sa mort pourrait être finalement son dernier acte de résistance, une ultime manière de reprendre le contrôle, une ultime fois sur son histoire. Alors, faut-il chercher une vérité unique, ou accepter que la disparition de Brigitte Bardot, comme sa vie, échappe aux catégories simples? Mort naturelle, choix intime ou passage symbolique vers autre chose? Peut-être que le vrai scandale n'est pas ce qu'elle a caché, mais ce que nous refusons d'accepter. Certaines figures ne nous appartiennent jamais entièrement, pas même au moment de leur mort. Brigitte Bardot aura traversé sa vie comme elle a quitté le monde, à contre-courant. Icône adorée, puis femme rejetée, militante admirée et figure contestée, elle n'a jamais accepté les rôles que la société voulait lui imposer trop longtemps. Sa disparition, sans explication détaillée, sans mise en scène, sans récupération nationale, s'inscrit dans cette logique radicale. Jusqu'au bout, Bardot aura refusé d'être possédée. Son existence s'est déroulée sur une ligne fragile, entre éclat et effondrement. Elle a incarné la liberté absolue à l'écran, tout en vivant intérieurement une forme d'enfermement. Elle a libéré les corps, mais n'a jamais réussi à apaiser entièrement son esprit. Lorsqu'elle quitte le cinéma à 39 ans, beaucoup y voient une folie. Avec le recul, ce geste apparaît comme un premier adieu, à la gloire.
à la violence du regard, à un monde qu'elle jugeait trop brutal pour sa sensibilité. Les décennies suivantes renforcent cette impression. Bardot se replie, non par lâcheté, mais par saturation. Elle choisit les animaux parce qu'ils ne trahissent pas, ne jugent pas, ne déforment pas. Elle choisit le silence parce que les mots l'ont trop souvent blessée. Elle choisit l'isolement parce que la foule l'a consumée. Cette trajectoire n'est pas celle d'une fuite, mais celle d'un dépouillement progressif. Sa mort, survenue dans le lieu qu'elle aimait le plus, entourée de vie qu'elle protégeait, ressemble à une boucle qui se referme. Aucun cri, aucun scandale final, seulement une absence. Et peut-être est-ce là son dernier message. Dans un monde obsédé par l'exposition, par la transparence forcée, Bardot nous rappelle que tout ne doit pas être expliqué, que certaines fins peuvent rester intactes, préservées du bruit. Elle laisse derrière elle une question dérangeante. Avons-nous le droit d'exiger la vérité totale sur la vie et la mort de ceux que nous admirons? Ou devons-nous accepter qu'une légende conserve ses zones d'ombre? Brigitte Bardot n'a pas seulement été une femme, une actrice ou une militante, elle a été un miroir de nos fantasmes, de nos contradictions, de notre incapacité à laisser partir ceux qui nous ont marqués. Et peut-être que son ultime liberté, la plus radicale, fut celle-ci. Disparaître sans se justifier.